Bonsoir, bienvenue virtuellement à Laval, où nous sommes en direct ce soir pour une table ronde consacrée aux instantanés de la violence, vaste sujet comme aurait dit l'autre. Alors avant de présenter les auteurs qui m'accompagnent pour cette table ronde, peut-être un petit mot sur le thème rapidement. Le sous-titre de cette table ronde, c'est Instantané de la violence quand les poètes fracassent l'instance. Donc vous aurez deviné qu'on a donc des poètes, ou en tout cas des recueils de poèmes aujourd'hui, mais c'est aussi un sous-titre qui m'a fait penser à une phrase de Rimbaud dans Les Illuminations. Dans Départ, Rimbaud écrit « Départ dans l'affection et le bruit neuf ». Ce bruit qui fait écho au fracas et cette idée de départ aussi qui m'a paru être un des fils rouges de vos trois recueils. Donc Mackenzie Orsel, Perrine Le Quérec et Simon Johannin. Alors Simon Johannin, je vais commencer par vous. Donc nous sommes maintenant nos êtres chers chez Aliaf. Donc un petit recueil de poèmes qui me semblent tous placés sous le signe de l'arrachement ou de la perte ou de la disparition, puisqu'on oscille entre l'oubli d'une relation amoureuse, une référence à un suicide qui court dans quelques poèmes, et le tout donc vu à partir de ce qu'on pourrait appeler largement, mais on développera un petit peu, les marges, c'est-à-dire tout un monde un petit peu interlope, un monde un petit peu de rencontres de hasard, où la drogue, l'argent, ou plutôt le manque d'argent se mêle, et le tout est porté par une langue à la fois très incisive, très dense et très brève. Donc voilà pour le dire très très rapidement. Langue également très très imagée, on aura également l'occasion d'en parler. Euh, on a également donc Perrine Le Quérec avec nous. Alors Perrine Le Quérec, vous êtes avec nous ce soir pour un livre paru aux éditions La Contralée, Rouge Pute. Alors un livre assez particulier parce qu'il s'agit donc non seulement de poèmes, mais il s'agit également du fruit d'un travail d'enquête, je pense que c'est le bon terme, en tout cas un travail de recueil de témoignages, puisque vous avez recueilli la parole de femmes victimes. Victime, c'est le mot juste, d'ailleurs, lit-on quelque part. Femmes victimes, donc de violences conjugales, de viols, de sévices, et vous les avez laissées parler, vous les avez laissées s'exprimer dans une espèce de polyphonie, de grands chœurs, ça pourrait être chœur avec ou sans H d'ailleurs, de grands chœurs dans lesquels elles s'expriment, à la fois extrêmement crûment, extrêmement honnêtement, et dans lequel court, là encore, cette espèce de dénominateur commun qui est la volonté de départ, la volonté de partir, de quitter cet enfer qui a pu devenir un couple ou un domicile, et la volonté également de se réinventer, de vivre selon leurs propres règles, leurs propres lois, ou même leurs propres mantras, puisque vous utilisez le terme à un moment. Donc voilà, très rapidement esquissé. Et le tout donc dans une langue qui tient parfois de la litanie ou de l'incantation, avec notamment un jeu très intéressant sur les répétitions et les variations assez subtiles. Et notre troisième intervenant ce soir, Mackenzie Orsel, alors également à la Contralée pour Pur Sang. Alors, Pur Sang, c'est un petit défi qui est lancé aux critiques, aux animateurs, c'est comment le décrire. Alors, je dirais donc très très rapidement qu'il s'agit d'un long poème, qui avance comme une coulée, comme un flot d'images, placé sous le signe conjugué de la transe et du fantasme. Ce sont des mots que vous employez à plusieurs reprises. Et c'est un poème qui est une tragédie métaphysique, on pourrait appeler une tragédie métaphysique sur l'impossibilité l'impossibilité de partir justement, de partir de cette malédiction historique qui accable Haïti, de partir des années 80. Et les voix se multiplient, se réfractent ou se diffractent, les chiens, les morts, la foule parlent, mais c'est essentiellement la langue qui semble avancer, mue par sa propulsion, au travers d'une série d'images des éléments, des paysages et des corps aussi.
Donc voilà, un texte qui avance, qui part lui aussi. Voilà, donc très rapidement décrit. Ce qui m'a intéressé dans ces trois textes, c'est que il y avait d'abord une volonté de parler d'un certain état du corps, ou plus exactement de faire exploser un certain état du corps. Alors Simon Johannin, je vais commencer avec vous. Euh, on trouve, euh, on trouve chez vous un certain nombre d'éléments, un certain nombre de poèmes ou de parties de poèmes dans lesquels le corps est comme amplifié, comme en expansion. Alors je cite par exemple Elle n'a pas de ventre et beaucoup d'espace. On pourrait citer également ce poème qui finit par et mon ventre à la salle vieille Europe. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, à travers la poésie, d'élargir jusqu'à les faire craquer les limites constitutives du corps. Je sais pas si c'est la volonté que moi je mets derrière. En tout cas, c'est intéressant que vous le recevez comme ça. Euh, le, le- les corps dont je parle, c'est principalement des corps adolescents encore. C'est aussi un livre sur la fin de l'adolescence et sur comment cette période est déterminante dans le fait qu'elle est marquée par la répétition de premières expériences et que ces premières expériences donnent souvent la couleur des suivantes dans les domaines qui les concernent. Donc il y a quelque chose comme ça qui se fige euh, dans ce qu'on expérimente dans ces âges-là. Et les corps, ils sont perçus. Donc en fait, je pense qu'ils sont d'abord perçus comme morcelés et décrits comme tels plutôt que qu'il y ait une véritable volonté dans l'écriture de les faire éclater. Je pense que c'est la perception que j'avais de mon propre corps à l'adolescence, pas du tout quelque chose Mm. de, de, de constituer, de rassembler en un tout, mais plutôt au contraire qui se rassemblait en lui-même dans des expériences qui étaient trop fortes pour lui. Euh, et je pense que c'est un peu un principe adolescent qui existe au-delà de moi, d'une manière générale, de vouloir se mettre en danger, se confronter, de- de- d'une manière générale, d'être porté vers des états de corps et d'expériences qui sont trop forts pour qu'on les soutienne, et de chercher ce rassemblement là où justement on perd la frontière de de ce qui nous constitue physiquement. Mm. Ces expériences que vous mentionnez, l'amour, les drogues, la quête même du danger, du risque. Oui, c'est ça, d'une manière générale. Je pense que c'est juste l'expérience de la vie au sens large. Il ne s'agit pas non plus euh, d'être particulièrement punk, mais c'est plutôt à partir de cet état de sensibilité dans lequel on peut être à cet âge-là comme à un autre, et de comment certaines expériences, qu'elles soient en elles-mêmes puissantes ou pas, sont reçues comme puissantes du fait de la sensibilité qui nous habite. Euh, et donc c'est à partir de ça que j'ai commencé à écrire et à, à collecter comme des fragments de mémoire, parce qu'il y a aussi cette idée de qu'est-ce que je garde, Mm. de quel corps je garde, que j'ai rencontré, traversé, avec qui j'ai vécu, quelles images. Comme vous l'avez dit, c'est une écriture qui est très imagée, c'est comme une sauvegarde de mémoire aussi, ce livre il fonctionne un petit peu comme ça. Alors on reviendra sur cette idée de mémoire et sur cette idée d'oubli aussi, cette volonté d'exorciser l'oubli qui me semble très présente. Mais avant, peut-être pour continuer un peu sur ce motif du corps, je vais passer à vous, Mackenzie Orsel. Et alors je vais vous dire juste un tout petit passage, c'est page 30. euh, calmant les nerfs surchauffés de la terre, coiffés de barrettes de béton, pour filles aux pieds légers, tenant leurs promesses, avancer, aplanir des montagnes, nuages, signal infini. Et ce qui m'a frappé, donc là c'est un extrait, on pourrait trouver d'autres exemples. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une indistinction entre le pays, ou en tout cas les paysages d'une part, et les corps d'autre part, comme si les uns étaient utilisés pour dire les autres et réciproquement. Enfin, Ah oui, bien sûr, parce que un pays est habité par des corps et le corps aussi porte le pays en lui-même. Et moi, je voulais voir comment poser ce rapport entre le corps et le pays, entre le corps et le corps qui est la matérialisation du temps et le temps qui nourrit le corps et le temps qui tue le corps. Je voulais poser ce rapport. Je pense que c'est très important. On n'écrit pas
sans son pays, en tout cas, sans un lieu, sans une histoire, sans un vécu, sans une mémoire. Et à l'intérieur de cette mémoire où les vers, le pays est là. Et le pays porte le mémoire et les gens qui habitent ce pays transmettent ou, en tout cas, ils en font quelque chose. Mhm. Et au-delà, peut-être même au-delà du pays, j'ai l'impression aussi qu'il y avait une volonté d'expansion vers des choses beaucoup plus larges, des composantes du paysage beaucoup plus larges. Je repense à un autre passage aussi où on lit être mère, un peu plus loin être effusif, être foule tassée, comme s'il y avait une volonté d'englober toute une multitude. Ah oui, bien sûr, en tout cas, moi, depuis quelques années, je m'amuse à habiter ces deux espaces presque en même temps. L'espace de la poésie qui est, on va dire, comme une sorte d'horizon, comme une sorte de couloir vers l'horizon, et l'espace du roman qui est le vaste monde, l'horizon dans ce couloir. Et, euh, et donc, oui, c'est une volonté d'essayer d'aller vers, euh, vers ce pays, vers cette mémoire, vers ce corps. Et voilà. Mm. Je sais plus si je pense que j'ai perdu la question en route. Non, c'est bon, vous avez bien répondu. Moi aussi, je l'ai oublié, rassurez-vous. Mais alors justement, pour reprendre le fil de ce que vous disiez, cette idée justement d'expansion, d'aller vers le plus large, ça m'amène donc à vous, Perrine Lequerec. Et ce que je trouve très intéressant, entre autres, dans votre livre, c'est la façon dont alternait, ou plus exactement se superposait, d'une part la première personne, ces femmes dont vous avez recueilli la parole s'expriment à la première personne, c'est je. Également une autre personne qui est la vôtre, je suppose. Euh, et enfin, une personne collective, et c'est là que ça vient un petit peu en écho à ce que disait Mackenzie Orsel, qui est un nous. Vous écrivez au début, dans la petite introduction, notre besoin commun de briser le silence. Donc, moi, je me demandais, toutes ces expériences qui parlent à la première personne, ces expériences singulières, ce sont des expériences qui ont aussi valeur exemplaire et peut-être pourquoi pas universelle, ou en tout cas au moins pour ce nous, cette collectivité des femmes brisées. Oui, oui, je pense, et c'est sans doute la poésie qui m'amène à écrire cet universel. Si j'avais écrit ces témoignages-là au fil de la diction de ces femmes, je serais arrivée dans des histoires personnelles et j'aurais dérapé, je ne serais pas allée vers l'universel. Là, de pouvoir utiliser ce jeu qui est le leur, il n'y a jamais le mien. Hein. C'est toujours, quand je dis nous après dans le livre, dans les poèmes, c'est elles, c'est leur cœur dont vous parliez tout à l'heure avec le H. C'est vraiment tendre à faire entendre toutes ces voix ensemble qui décrivent ce phénomène des violences qui est répétitif, qui va se retrouver identique, même si chaque histoire est unique, qui va se retrouver à l'identique dans tout ce que j'ai pu recueillir comme témoignage. Donc là où j'interviens, c'est que je voulais briser ce silence. Mhm. C'était ça mon rôle dans cette aventure collective, c'était ça. Et donc de transcrire ce qu'elle pouvait me donner. Alors vous avez évoqué le recours à la poésie qui vous permettait justement d'accéder à ce jeu qui dépassait l'histoire singulière. Alors peut-être, enfin vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu paradoxal, puisque la poésie, en tout cas la poésie lyrique, c'est d'abord une poésie du jeu singulier, personnel. Donc à première vue, ça pourrait paraître un petit peu contre-intuitif de choisir la poésie, non? Mais la poésie maintenant, elle a de multiples définitions et de multiples visages. Et je pense qu'ici, on est trois et on est plusieurs à utiliser la forme poétique véritablement très loin d'un lyrisme qui pourrait ne parler que du jeu. Donc là, d'abord, il y avait la contrainte évidente qu'il ne fallait pas pouvoir les identifier. Donc si j'avais retranscrit des témoignages, elles étaient identifiables et donc en danger. Donc il fallait que je trouve une autre forme. Et ce qui m'a semblé le plus beau et le plus percutant, c'est bien d'utiliser la poésie. Mhm.
Alors justement, puisqu'on parle de poésie, je me tourne vers vous, Simon Johannin. On va parler non pas de technique, mais un petit peu de style et de poétique, pour employer un gros mot. Moi, ce qui m'a frappé dans vos textes, c'est l'emploi extrêmement soigneux, extrêmement minutieux, par exemple du relief. J'ai ce début de poème en tête. Elle danse le poignet cassé. Donc, quand on lit simplement la première partie, on voit elle danse le poignet, on se dit tiens, une licence, elle fait danser son poignet, et puis elle cassait ensuite. Et je pourrais citer d'autres exemples, il y a ces espèces de flottements parfois dans le sens. Ça, c'est quelque chose que vous avez cherché délibérément, je suppose. Oui, alors après, c'est très intuitif chez moi. Il y a beaucoup de poèmes du recueil que j'ai écrit il y a pas mal d'années, donc j'ai écrit très jeune, euh, sans réflexion sur le poème, ça venait vraiment de manière très naturelle. Après, je pense que j'étais dans la recherche d'une composition graphique qui, dans la lecture que je m'en faisais, donnait le rythme nécessaire au texte pour que l'image que je voulais faire naître puisse naître. Je ne sais pas du tout si ça marche en soi, mais je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, et de faire que le poème sur la page soit aussi une image qu'on regarde, Mm. autant qu'on le lise. Euh, voilà, vraiment d'avoir un rapport sensuel, graphique aux mots, et qu'on les regarde, oui, encore une fois, autant comme une image que comme des mots qu'on perçoit et qu'on lit. Euh, et je sais pas, alors oui, je sais pas trop quoi vous dire, c'est très D'où le naturel. jeu, d'où peut-être aussi le jeu sur les blancs, les différences de longueur qui forment une espèce de Oui, rythme. c'est ça. Alors, je trouve que les formes, j'ai gardé les formes que j'avais à l'initial dans l'édition. Ça a pas, comme les textes sont très brefs, le format du livre a pas bousculé la scansion que j'avais choisie à l'initial. Mais c'est vraiment des choses qui sont, je sais pas comment vous dire, c'est juste ma manière de placer les mots et de les écrire. Je me suis pas vraiment posé la question en soi de savoir comment j'allais défiler. C'est-à-dire que je pense que j'arrive à un moment donné, euh, j'écris un poème parce qu'il vient au contact de quelque chose, que ce soit un événement ou un souvenir ou une sensation. Mais quand je le travaille, il arrive un moment où j'ai justement la sensation qu'il est fini et qu'il n'a plus à bouger. Euh, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement, je n'ai pas de règles préétablies, je ne suis pas du tout un spécialiste de la poésie comme elle peut se pratiquer. Vous avez employé un terme juste avant pour définir le passage d'une ligne à l'autre et le saut d'un mot, je ne le connaissais pas en soi. Mm. Donc je suis très naïf en fait dans mon rapport à l'écriture poétique. Moi je le vois plus comme, euh, pour reprendre ce que vous disiez Mackenzie, dans le rapport au roman et à la poésie, je vois la poésie comme ce qui reste d'un roman une fois qu'on enlève tout, ou Mm. quasiment tout. C'est quoi les quelques ruines, les quelques pièces, les quelques éléments qui restent d'un texte une fois qu'on a enlevé tout ce qui peut toucher à la narration, ou à quelque chose, ou à tout ce qui construit le roman d'une manière générale. Euh, Ce recueil de poèmes, j'aurais pu, sur la base qui est utilisée, en faire un roman. En fait, c'est un peu un penchant poétique de L'été des Charognes et Nino dans la nuit que j'ai écrit précédemment en collaboration avec Capucine. Euh, Ça, c'est un peu un livre qui clôt ce chapitre-là. C'est un peu une autre manière d'aborder les thèmes qui nous ont traversés, mais dans un sens beaucoup plus essentiel et sans tricherie. Je pense que je suis venu à la poésie aussi pour ça, parce que j'avais le sentiment qu'avec la narration, j'arrivais. Je pense qu'on n'est jamais exactement compris comme on voudrait être compris, mais j'arrivais même pas à dire exactement ce que je voulais dire. Avec la poésie, je sais que je suis sans doute pas compris, mais je sais que ce que j'ai dit, je l'ai dit à la manière qui me convient le mieux. Et donc en ce sens-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pureté qui m'intéressait dans le geste poétique, que j'avais du mal à trouver dans le roman. Ça, c'est intéressant, cette notion de pureté. Et je vais me tourner vers vous, Mackenzie Orsel, vous l'aurez deviné, c'est le rythme. Ouais, cette notion de pureté m'intéresse relativement à votre texte, parce que votre texte, si on peut dire, lui, est aussi de l'ordre de l'impur. Il brasse vraiment énormément de choses. Je l'évoquais très rapidement en introduction. On a un chien, un mort, un chien qui est un chien mort aussi, un nous qui parle.
on a des références historiques, les années 80, on a des références beaucoup plus larges, on a soudain des mots en majuscules, trans, fantasme, et ça poursuit un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté, sinon totalisante, au moins un petit peu d'épuisement? Tous mes recueils, moi je travaille sur des recueils thématiques. C'est-à-dire à un moment donné, il y a un truc qui me prend, je me dis, bon, je vais explorer la thématique de l'eau dans un recueil. Hmm. Et là, je parle de l'eau, des larmes, des rivières, des mers, des océans. Bon, il y a des tentacules qui poussent dans tous les sens de temps en temps, mais je sais que je suis dans ce lieu-là. Et je vais aussi aller chercher dans la langue et les mots, des constructions d'images, des images poétiques pour essayer de, voilà, de traiter cette thématique. Dans Pur Sang, c'est la même chose. Pur Sang, on peut dire que c'est une capture dans le temps et ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, ça ne raconte pas une histoire, c'est un poème. Et j'avais envie d'explorer cette idée de flux, le flux du sang qui coule, le sang de la naissance, le sang de la mort, le sang de l'histoire, le sang des, le sang des règles, le sang tout, le sang. Et aussi et comment essayer de d'écrire ce sang sans me salir les mains. Et, et ce sang-là, dans ce recueil, m'a permis de revenir à certains lieux de l'enfance, les lieux de l'écriture, le pouvoir du langage, comment aller chercher des choses dans le langage et comment les restituer à la langue. Et donc c'était ça l'idée, d'explorer ce moment, ce court moment de flux. Et à travers ce moment, de faire passer des tas d'autres moments de mémoire, de vécu. Alors ce flux qui charrie tant de choses, qui charrie donc tant d'autres moments, qui est donc le flux du sang, le flux sanguin, le flux organique. Il vous semble qu'il y a dans les mots même quelque chose de l'ordre du sang, de l'ordre de l'organique, de l'ordre de la pulsation? Ah oui, bien sûr, dans la poésie, moi disons que je suis dans un rapport très organique à la poésie. C'est comme après une longue journée de travail, de rentrer chez moi. C'est pour ça que je mets toujours un recueil de poèmes entre mes romans parce que ça me permet de retrouver cette langue, de la travailler à ma manière, sans me raconter d'histoire, juste comme, et tu l'as si bien dit, juste, voilà, exprimer quelque chose, en sachant que ce quelque chose-là n'est pas destiné à être compris, mais je sais qu'il a décoincé quelque chose en moi. Mhm. Alors, décoincer, débloquer, ça m'amène à la situation, au désir des femmes dans votre recueil, Perrine Le Quérec, donc désir de départ. Mais ce qui les poursuit, c'est aussi, bon, pour reprendre une partie du titre d'Yves Mackenzie Orsel, c'est aussi le sang, c'est aussi la violence, les meurtrissures. Le texte est très explicite sur les coups, les violences, les insultes. Et il est également, alors c'est très net, je ne sais pas si on le verra d'ici, mais il joue, voilà, par exemple, en cachette la fin du monde, en cachette gober du Valium, en cachette acheter un téléphone portable, en cachette voir ma mère, ma soeur, etc. Enfin, il joue donc beaucoup sur une espèce de répétition litanique. Et je me demandais en le lisant, est-ce que cette répétition-là, c'est le martèlement des coups, de la violence, ou est-ce que ce n'est pas aussi ce que ça produit un peu à la lecture, un effet d'anesthésie, une façon d'étouffer, de mettre à distance, d'échapper à cette violence? Il y a deux choses. Il y a effectivement le rythme des coups. Il y a aussi le rythme des paroles que j'ai recueillies. Hmm. Je les ai vues individuellement, ces femmes, longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et chacune m'a répété énormément les mêmes choses. Si une m'a dit en cachette le Valium, l'autre a pu me dire en cachette acheter un téléphone portable. Donc c'est vraiment le cœur de ces femmes-là qui se retrouvent après unies dans une poésie. D'où les répétitions collectives qui émaillent le recueil, puisque j'avais toute leur voix
qui arrivaient sur la page quand quand c'était le moment d'écrire. Donc c'était elle au pluriel qui arrivait et c'est elle au pluriel qu'on entend. Donc voilà, ça se répète pour ça. Mais il y a aussi dans ce rythme-là ce qu'elles ont pu vivre au quotidien, cette répétition de la violence. Et dans l'écriture, ça passe parce que ce que moi j'ai vécu au quotidien à les écouter, c'était assez violent aussi. Et donc dans ce rythme-là, c'était aussi la violence que moi j'ai pu ressentir à écouter chaque jour les mots se répéter, elles avaient un grand désir de parler, et il faut parfois répéter plusieurs fois quelque chose pour s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétitions dans ce recueil. Mm. Alors justement, puisqu'on parle des mots et de la violence, une des grandes sources de violence, ce ne sont pas seulement les coups ou le viol, ce sont aussi les mots. Alors d'une part, le texte laisse parfois la parole aux mots de l'agresseur. Et donc, il y a déjà ces insultes. Il y a un texte qui s'appelle Injures, notamment, qui est particulièrement éloquent. Mais il y a une autre source de violence, ce sont les mots aussi de ceux qui ne sont pas les agresseurs, mais qui sont les autres. Surtout les silences, en fait. Les mots tuent, enfin, tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qui tous ces silences qui entourent la violence et dont les femmes sont victimes aussi, bien sûr, et puis tous les conseils qu'elles ont pu entendre, pourquoi t'es pas partie, pourquoi t'as laissé faire, enfin toutes ces choses-là qui sont extrêmement blessantes lorsqu'on n'a pas vécu ou même simplement sans le vivre, écouter ces femmes-là. Donc il faut trouver l'équilibre quand j'ai recueilli ces témoignages et que j'ai mis en place l'écriture entre les silences, les leurs aussi, parce que tout aussi éloquents sont les longs moments de silence où elle ne parlait plus entre deux souvenirs. Tout aussi éloquent est le langage du corps qui est très silencieux quand elles étaient face à moi, quand on était ensemble, voilà. Et puis, bien sûr, l'agressivité, l'agression de ceux qui voient et puis qui ne disent rien. Alors le temps, c'est un des autres. Le temps, sa malédiction dans la répétition, dans ces cercles, comme vous dites à un moment, Mackenzie Orsel, c'est aussi, me semble-t-il, un des points communs de vos trois recueils. Et chez vous, Simon Johannin, j'ai noté la phrase suivante, c'est page 32. Le cauchemar que c'est, la vie qui passe, ce soleil qui s'éteint dans l'eau froide. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait dans ces poèmes une espèce de hantise, de l'étiolement dans le temps, de hantise d'une stase dans le temps, de figement, enfin. Et peut-être une volonté d'y réagir, peut-être par la violence, par l'instantanéité des images. Ouais, je pense que ça vient du fait que des fois l'intensité d'un souvenir est plus dure à recevoir que l'intensité du moment qu'on a vécu. C'est plus difficile de vivre avec le souvenir de quelque chose de fort que de le vivre sur le moment. Je pense que c'est une manière d'exorciser beaucoup de choses aussi, de le placer en mots et d'accepter en fait que c'est définitivement parti, qu'on retouchera jamais à ça, que ce qui est vécu et que on ne peut absolument rien y faire. Je pense que la vie, c'est aussi le deuil de tout ce qui passe continuellement et d'arriver à lâcher ça. Et je pense que l'entrée dans l'âge adulte, c'est aussi le moment où on se rend compte que il y a une innocence dans le rapport au temps qui est définitivement perdue. On prend conscience qu'il y a un passé qui est là, qui est chargé, qui est plein de fantômes, et qui nous lâchera plus, qu'il faut vivre avec. Et, et encore une fois, qu'est-ce que je décide de garder de ça, parce qu'il y a un moment donné où un tri aussi doit être effectué, parce qu'on ne peut pas tout
tout transporter au fur et à mesure que le temps passe. Si on accepte l'idée du temps, parce que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait remettre en question aussi. Euh, on charge des choses, on prend des choses, et il faut aussi il faut accepter une part d'oubli. Il y a des choses qu'on doit oublier pour pouvoir en engendrer et en faire advenir de nouvelles. Euh, je pense que je vois un peu les choses comme si on n'était pas en capacité de comment dire, de tout embrasser. Et que naturellement il fallait qu'une sélection se fasse dans tout ce qui est vécu, dans tout ce qui peut l'être, comme si sinon la vie était trop dangereuse pour nous. Et donc c'est un peu ce qui me reste quelque part de pas mal de choses. Et puis c'est aussi une forme d'hommage à plein d'événements ou à plein d'entités, de personnes, de lumière, de lieux que j'ai pu traverser et croiser et qui peuvent être perçus comme des marges, comme vous l'avez dit au début, mais qui en fait sont enfin qui m'ont été le cœur de toute chose pendant des années, et qui était un cœur heureux malgré malgré tout ce qu'on peut y voir ou tout ce qu'on peut y deviner. Et donc c'était une manière de soulever la beauté aussi de tout ça, ou même parfois de la créer là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, ça c'est un des pouvoirs qu'on a, je trouve, quand on écrit, c'est que quelque part toutes les merdes qui nous arrivent aussi, on peut en faire quelque chose de beau si on a cette volonté. Et donc il n'y a rien qui est acheté dans le vécu quand on est dans un geste d'écriture, parce que tout peut devenir quelque chose. Et ça c'est un privilège inestimable pour moi de me dire que si je veux, je peux en faire un poème, quoi que ce soit. Et donc c'est aussi une manière d'avoir une forme de maîtrise sur mon univers, quoi. Alors justement, faire un poème des choses, en faire une forme, ou en tout cas un fétu de forme, c'est une expression que vous employez, Mackenzie Orsel. Et en parlant de forme, justement, un des premiers mots, enfin, sur une des premières pages, pardon, du recueil, on lit le mot de blues. Et un peu plus loin, il y a une référence au masque, à la folie transfiguratrice, donc je suppose en filigrane, une référence au carnaval. Et je me demandais dans quelle mesure ces formes poétiques, populaires, comme le blues par exemple, avaient pu innerver l'écriture de Pur Sang, par exemple dans le rythme, je sais pas. Ce sont des formes de ma vie, c'est des formes que je connais, ce sont mes références à moi, les formes de mes lectures, de mes voyages, de mes découvertes, les formes qui ont participé, qui participent encore à la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que, il y a une raison. Il y a une raison au poème, et le poème, c'est peut-être le, le corps le plus abouti, le plus éternel de tous, quoi. Et donc, n'importe quel extrait d'un recueil de poèmes le dit, que c'est ce qui nous reste, c'est ce qu'on veut garder et c'est ce qu'on garde. Est-ce que je peux lire un Oui, bien extrait sûr. vite fait? Et le début. Entré dans sa clarté nouvelle, le sang chemine simiesque vers de purs sommets et cœur creux qu'on dépouille quand même. Force enchie dans la pierraille, fosse de sous-traitance, cheminot criant les rails de ses dents. Poignard fou, dites-vous des mots, pourtant sans borne ni état d'âme, s'étend leur crinière funèbre. Néant, cette cruche renversée, ici y met une bonne douche de vous, cafard en 3 pièces, et les autres qu'on aura mises en pièces à cause de vous, vos nuits, dont vous êtes si ravis. C'est ce que j'ai gardé pour ce recueil. Quand vous dites garder, et c'est une question que je pose aussi à Simon Johannes, euh, est-ce qu'il y a eu un travail de dégrossissement, d'épuration, de décantation? Est-ce que vous aviez une masse de texte au départ dans laquelle vous avez taillé pour
arriver à garder, se concentrer. Je dirais que je suis le modeste héritier d'une vaste mémoire. Donc, d'une aussi vaste mémoire, on décide de garder des choses, on décide de faire un bout de chemin avec des choses qui nous nourrissent, qui nous permettent d'avancer, qui nous accompagnent dans nos projets, dans l'écriture d'un livre ou tout simplement dans la vie. Donc, parmi ces choses, il y a les auteurs qu'on a lus, les voyages qu'on a faits, les gens qu'on a rencontrés, nos amours, nos déceptions, le quotidien, le présent, et puis notre, notre petite brèche qui est, en tout cas pour moi, et l'écriture sur l'avenir. Mhm. Oui, parce que c'est aussi un texte, puisqu'on parle du temps, c'est aussi un texte sur le sentiment du temps, si j'ose dire, à la fois sur le sentiment d'un avenir qui pourrait être bouché, bloqué, la nécessité de réinventer quelque chose, et aussi ce que je suggérais tout à l'heure, une espèce de défiance, de refus même du cercle, de l'éternelle répétition. Enfin, ça revient plusieurs fois, ça. Oui, c'est-à-dire comme disait Montaigne dans les essais, et le plus important, c'est de savoir être à soi, de savoir être à soi. Et dans ce recueil, j'ose dire qu'il y a une voix qui se cherche tout le temps à travers la figure de la mère, à travers le quartier, à travers ses lectures, à travers ses fantasmes, à travers ses transes. C'est-à-dire qu'elle prend pas mal de chemin. Elle se répète beaucoup parce qu'elle espère se retrouver un jour face à elle-même et c'est pas possible. Donc ça passe par plein de chemins, par le corps, par les veines et par l'histoire, par l'histoire sociale, l'histoire politique, le quotidien, par ses amours, par ses déceptions et puis par ses projections aussi. Alors justement, ce jeu de détours, cette façon d'emprunter comme ça toute une série d'incarnations, peut-être on pourrait dire, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, Perrine Le Quérec, dans votre livre. C'est la façon dont ces femmes vont tout faire ou tout tenter pour se libérer. Et pourtant, on a le sentiment que à chaque fois, le temps se referme ou se bouche. À un moment, il est dit, mais à l'intérieur, je suis toujours emprisonné ou quelque chose J'ai toujours d'approchant. peur. J'ai toujours peur. Merci. Vous connaissez bien votre texte, c'est bien. Voilà, à l'intérieur, j'ai toujours peur. Où il y a encore cette idée, quand on aborde les enfants, il y a l'idée que chez les enfants, la peur va se perpétuer, la terreur va se reproduire. Oui, c'est pas parce qu'on a réussi à fuir ou à quitter cet environnement violent qu'on est d'un seul coup épanoui, heureux et équilibré. Évidemment qu'on est mieux et qu'on va entreprendre une reconstruction qui est plus ou moins difficile, mais la peur, 2 ans après, 10 ans après, 20 ans après, elle est là. Je veux dire, le traumatisme, il est puissant et elles vivent avec ça au fond d'elles sans cesse. Et il y a énormément d'interrogations qui ne sont pas résolues. L'une d'elles pose la question, est-ce que la violence est héréditaire? Elle voit son fils grandir et c'est cette nouvelle peur qu'il reproduise les gestes de son père. Il y a comme ça des peurs démultipliées qui n'ont pas de réponse, qui auront des réponses dans l'avenir, mais qu'elles doivent affronter chaque jour, et les cauchemars et les souvenirs. Voilà. Ce qui était beau dans ce travail, c'est que chaque souvenir qu'elle me donnait, ça les allégeait. Et puis on allait en faire quelque chose de beau. La poésie, c'est beau. Donc c'était vraiment, il y avait quelque chose qui se rééquilibrait en elle et je les ai véritablement vues au fil des mois. Plus elle me donnait de mots, partie de leur vie comme ça, et plus elles se redressaient. Elles étaient de moins en moins craintives et de plus en plus droites, physiquement, je veux dire, vraiment. Et ça fait quelque temps que le recueil est écrit, je les vois toujours et elles sont changées
par ce travail effectué. Donc le fait d'avoir pu d'être écouté, bien sûr, d'abord en premier lieu, et puis d'avoir confié leurs mots et qu'ils soient devenus poèmes, même si elles ne s'attendaient pas du tout à cette forme-là, absolument pas, ça a apaisé des peurs, voilà. Mais elles sont... la peur a de multiples visages, comme la culpabilité, et c'est difficile de pouvoir toutes les éteindre, même en poésie. Mhm. Oui, et d'ailleurs, elles ont lu les poèmes, elles ont réagi comment? Enfin, C'est-à-dire que je leur ai lu à chacune les poèmes qui les concernaient directement, ceux qui étaient tissés de leur vie commune, je leur ai lu aussi. Et une fois que toutes elles ont validé, le mot n'est pas très joli, mais validé le poème, c'est-à-dire si elles avaient voulu que je change un mot ou que d'un seul coup je supprime quelque chose, je l'aurais fait. J'aurais absolument rien publié qui aurait pu leur déplaire. À ce moment-là, donc voilà, le recueil a pu exister et elles ont été très... Je crois qu'on a traversé beaucoup de moments avec énormément d'émotions, mais la lecture des poèmes a été sans doute un des moments les plus forts et où il y a eu le plus de larmes. Elles ont beaucoup pleuré en entendant leur vie. D'abord parce qu'elle était tissée avec celle des autres, et puis ensuite parce qu'elles entendaient différemment, elles entendaient qu'elles avaient été entendues. Voilà. Et cette forme-là, brève, ça les a énormément bouleversées, et elles ont trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus juste. Oui. Donc on s'est dit qu'on avait réussi. alors, la brièveté, justement, alors chez vous, Perrine Quérec, la brièveté, la répétition touche aussi le lecteur qui lit, qui finit par les lire un peu comme une ritournelle. Mais la brièveté, chez vous, Simon Johannin, touche aussi énormément le lecteur, à la fois donc pour ce dont vous avez parlé tout à l'heure, cette idée de condensation, enfin, qui fait il y a toujours une énigme, ou en tout cas du point de vue de la narration, voilà, on se demande ce qui se passe. Et en même temps, il y a une espèce d'évidence très crue parfois des images, je dirais presque des scènes, presque cinématographiquement. Enfin, est-ce que vous avez, voilà, c'est quelque chose que, enfin, vous me direz que c'est intuitif, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez peut-être provoquer chez le lecteur, cette espèce d'effet à la fois un peu déstabilisant, de perte de repères, et en même temps ce choc de l'image? Ouais, en tout cas pour l'image, j'avais un peu la sensation. euh, j'avais pas vraiment de volonté, mais je découvrais un peu ce qui était possible dans les perceptions qu'on pouvait avoir des textes, et j'avais ce sentiment effectivement que euh, je, je mettais en place des images qui étaient comme des photographies, mais qui bougeraient légèrement, quelque chose entre la photographie et la scène filmée, mais qui est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Euh, et j'avais un peu cette sensation étrange, ouais, où c'était un simple geste qu'on voyait et qui se répétait si on relisait le poème, et que l'image était très brève. Euh, Après, ça c'est un truc qui est assez relatif à mon écriture, où j'aime bien. Moi, j'ai un rapport en tout cas, je définis comme plus sensoriel qu'intellectuel à l'écriture, et j'aime le fait que on puisse faire naître des images rapidement et facilement dans l'esprit du lecteur, que ça demande pas un effort de sa part de se représenter des choses, mais que euh, avec un minimum d'éléments dans l'écriture, et justement, je pense qu'avec le minimum, c'est là où les images sont les plus faciles à faire naître, on puisse d'un coup faire surgir un monde de manière un peu magique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire comme un geste sorcier quelque part, d'invocation. Et donc oui, il y avait vraiment cette volonté de faire naître des images. Après, j'ai pas de volonté de choquer, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, mais c'est jamais ma volonté. Donc je pensais plutôt à l'effet Ouais. de saisissement. Oui, dans la mesure où il y a quelque chose d'un peu abrupt,
peut-être de pas très flatteur à la lecture, ou en tout cas dans la lecture de mes textes par rapport à l'idée qu'on peut se faire habituellement de la poésie. Enfin, c'est cartographié en poésie, mais je pense que comme je disais tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de dire ce que c'est. Euh, Moi, j'ai ma propre définition que je vous ai donnée dans le sens où c'est le rejet de tout ce qui peut être enlevé à un texte. C'est un peu comme ça que je le perçois. Mais il y a une idée de flash, en tout cas, qui revient à ce principe peut-être qui vient de là, de sensation qui est trop forte, ou qui est un peu aveuglante, ou de, de- de ce qui reste de la perception quand on est face à un trop-plein de sensations, d'informations, de lumière, d'obscurité, de plaisir, d'ivresse, que sais-je. Alors, plaisir, ivresse, disiez-vous, ça ramène des expériences qui sont peut-être proches de l'expérience mystique. Enfin, j'emploie le terme parce que le terme divin figure dans votre recueil. Tout à l'heure, vous parliez du morcellement. Il y a un texte sur le rêve de retourner à l'unité, qui pourrait aussi faire penser à une pensée mystique. Et enfin, il y a ce moment où un des personnages, tant pis j'appelle personnage, brûle les pensées de Pascal. Donc je me Parce demande, qu'il a froid, oui. parce qu'il a froid, oui, justement. Donc c'est à la fois, bon, c'est à la fois une image drôle, et en même temps, il me semble que ça s'inscrit un peu dans un réseau, oui, qui lorgne, qui regarde vers une forme de mysticisme ou d'expérience mystique. Oui, 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 tout à fait. Encore une fois, vraiment plus du côté de la vie que de la littérature, de manière très naïve et intuitive. Euh, il se trouve qu'à des moments, on peut être amené à faire certaines expériences qui remettent en cause la conception du réel qu'on a, ou en tout cas qu'on nous donne en héritage dans la société dans laquelle on grandit ici, pour ma part en France. Et, euh, et donc oui, 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 il y a des portes qui s'ouvrent qui sont pour moi très aussi relatives au, au monde nocturne et à la perception qu'on a des choses lorsque le soleil se couche et où comment toutes les cartes sont rebattues à ce moment-là, que ce soit dans les modes relationnels, les modes de déplacement, le comportement des animaux, la ville. Moi j'aime bien euh, ressentir et éprouver une mystique de la ville et de l'urbanisme d'une manière générale et de comment le- la surcharge de transformation de l'environnement par l'homme euh, fait naître quelque chose de magique au bout d'un moment aussi. Euh, et donc tout ça, c'est des choses qui peut-être voilà, sont un peu infusées là-dedans, mais euh, je sais pas trop comment décrire en fait ces parties-là du monde et de l'existence, mais c'est vrai que enfin, ça c'est une affaire de sensibilité, je pense. Hmm. Euh, En mais tout c'est cas, vrai que ça habite complètement certains des textes. Ouais. oui, bah, c'est vrai qu'il y a cette partie crépusculaire, mais aussi ces métamorphoses constantes. Vous parlez des animaux, mais il y a une espèce de brouillage des frontières entre l'homme et l'animal. Vous parliez également d'ivresse, et je finirai peut-être par là pour une question pour Mackenzie Orsel. Il y a, je le disais tout à l'heure en introduction, le terme de transe revient plusieurs fois en majuscule, et je me demandais si dans l'écriture de la poésie, dans la perception que vous avez de la poésie, il y avait quelque chose qui était lié à la transe, à l'ivresse, à l'oubli de soi, enfin à toute cette constellation d'états un peu second. Oui, absolument. Mais moi, j'arrive toujours pas à m'expliquer cet espace auquel j'accède quand j'écris. C'est-à-dire, je rentre dans cet espace et après, je peux mettre 2, 3, 4 heures avant d'émerger complètement. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que je suis quelque part, j'écris, voilà, j'arrive même pas à me matérialiser, à me toucher, à savoir que je suis là. J'accède à cet espace et c'est comme ça. Mais après, par rapport à l'idée de transe, d'ivresse, oui, je pense que l'écriture, c'est de manière objective, c'est un peu ça, de déconstruire un monde, reconstruire un monde, de, d'aller dans l'histoire, dans la mémoire, creuser des choses
rencontrer des personnages parce que pour ma part, je ne travaille pas un personnage, je ne campe pas un personnage. À un moment donné, c'est une rencontre, cette rencontre prend vie et on fait un bout de chemin ensemble. C'est-à-dire, c'est quand même très enivrant et très bizarre de faire une rencontre et comme ça, et un beau jour, ça devient un livre et on passe à autre chose, on fait une autre rencontre. On est constamment dans cette expérience, dans cette expérimentation, cette exploration et de la vie, parce que la rencontre, elle est pas toujours humaine, elle est aussi animale, végétale, c'est-à-dire on fait avec tout le réel, toute la composition du réel, on fait avec les paysages, on fait avec tout. Donc la vie, c'est une énorme transe. Et nous, c'est une matière qu'on travaille, nous, les écrivains, les créateurs. La vie, on travaille cette matière et comme on travaille aussi la langue, on coupe, on fait des coupures et comment recomposer tout ça et rendre et tout ça lisible, vivable autrement dans une langue, dans une recherche, dans un style, dans une manière de voir, dans une manière d'être. Et je me posais une petite question subsidiaire. Quand vous relisez vos propres textes, vous avez l'impression d'accéder de nouveau Oui, à ce milieu que vous ouais, décriviez? oui, ouais, ouais. C'est peut-être mon dernier grand moment avec mes livres, c'est la lecture du tout dernier jeu d'épreuve. Pour moi, c'est un moment très, 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 très important. Et parce que si cette transe-là arrête d'être transe à un moment donné, je me dis que non, que j'ai raté quelque chose. Il faut que ça soit trans du début et à la fin. Et donc c'est très important pour moi de la revivre, cette trans, une dernière fois, avant de mettre OK sur le manuscrit. C'est-à-dire dès la première phrase en écrivant ce livre, après il y a des moments où on ne sait pas trop, des moments de doute, d'angoisse, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'écris ça moi, à quoi ça sert. Il y a des moments comme ça. Mais, euh, mais à partir du moment où on se remet au boulot, on se dit, ouais, ça a du sens, il faut y aller, je veux accéder à cet espace et je veux vivre cet état. Voilà. Alors, avant de laisser la parole enfin, aux questions des internautes, une toute dernière question pour vous, Perrine Le Quérec, qui va reprendre ce que vient de dire Mackenzie Orsel. Il vient donc de parler de la transe, de cet état qui est un état autre. Et moi, je me demandais, d'un côté, votre poésie s'adosse, en tout cas pour ce recueil, s'adosse à une collecte de témoignages. Donc, pour le dire vite, avec les guillemets, parce que le terme est toujours un peu flou, mais il s'adosse au réel. Et d'un autre côté, les effets dont on a parlé tout à l'heure, les effets par exemple de répétition, lui confèrent aussi ce côté un petit peu de transe. Est-ce que voilà, comment vous voyez les rapports entre ces deux côtés, entre le réel et l'ivresse, si j'ose dire? Bah, ce recueil, c'était une première expérience pour moi de réel. J'écris jamais comme ça. J'écris jamais avec des témoignages. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait unique dans mon écriture. Et pour arriver à faire quelque chose qui me convienne avec ce que je recueillais, il fallait que je passe par la littérature, en fait, par le geste, il fallait une métamorphose. Et donc une transe, on peut dire, voilà, qui m'a amené, finalement je me suis décollée, j'ai réussi à me décoller, sinon d'abord parce que c'était, je pense, invivable, je n'aurais pas supporté de ce poids des témoignages. Et donc l'ivresse, elle est passée par le travail de l'écriture. Enfin, c'est là où vraiment j'ai réussi à me décoller de tout ce que j'avais reçu, de toute cette violence, pour pouvoir faire œuvre. Donc il y a eu une transe, oui, et elle arrive par la répétition, enfin elle arrive après par tout le travail sur la langue, toute cette alchimie qui m'a permis d'écrire Rouge Pute, voilà. Mais le matériau est réel, le résultat est le travail de l'écriture. Ce qui me semble une très belle définition, et de la poésie, et peut-être même de la littérature en général. Écoutez, on finira là. Et y a-t-il des questions parmi les internautes?
Alors, d'abord un petit message personnel à Simon Johannin, dont le troisième roman est attendu avec impatience. Merci. Sinon, une question. Donc, Mackenzie Orsel a dit tout à l'heure une très belle image, écrire le sang sans se salir les mains. Mais ce contraste entre le fond, la violence et la forme, la poésie, n'est-ce pas une façon d'édulcorer la violence et de la rendre écoutable? C'est la question? Oui. Ah, pardon. Bon, et non, 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 pas du tout. Moi, j'édulcore rien du tout. Je donne à voir, à sentir et une société, un réel, un pays, une mémoire, mes bruits intérieurs. Je donne à voir, à sentir ma vision de la littérature, ma vision de la langue. Alors, sans se salir les mains, on n'est pas obligé de plonger ses mains dans le sang et pour écrire. On écrit parce que tout d'abord, il y a peut-être quelque part une cassure, une fêlure. On écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on ne peut pas réduire l'auteur à ce quelque chose qui cloche. C'est un observateur, il regarde et il dit ce qu'il voit. Et peut-être il y a une nuance. La nuance, c'est que moi, j'écris jamais sur, j'écris depuis. Donc la nuance est là et je sais dans cette image du sang, dans cette construction ou déconstruction du sang dans mon recueil, je vous invite à le lire. On voit très bien qui plonge ses mains dans le sang et qui le donne à voir et à sentir. Merci. Y a-t-il est-ce qu'il y a une autre question? En fait, la question est valable aussi pour Perrine ou pour Simon. Est-ce que la forme ne vient pas en contradiction avec le fond sur la violence et la poésie? Perrine Le Quérec? Non, pas du tout. Non, la poésie est violente. Enfin, la forme, la forme très très brève comme ça, qui va exploser sur la page et exploser devant vos yeux. Enfin, c'est extrêmement violent puisque les vocables, c'est les vocables du heurt, enfin, ceux qui heurtent, quoi. On a éliminé tout ce qui pouvait être description, narration, tout ce qui pouvait permettre de se reposer ou de reprendre son souffle. Donc, non, ça, au contraire, ça va avec. Oui, puis je pense que, enfin, en tout cas, j'ai pas lu vos textes, mais j'ai pas l'impression que les uns comme les autres, on entrevoit la poésie comme une petite forme belle pour dire tout et n'importe quoi, mais plutôt comme euh, une forme forte de raconter les choses. Enfin, je comprends pas trop le sens de la question. Je pense, enfin, en tout cas, je vois pas, non, je vois pas d'édulcoration dans le geste poétique. Je pense que c'est tout le contraire. C'est juste une manière, en tout cas pour moi, enfin, je cherche pas à esthétiser des faits violents. Je cherche à trouver la forme juste pour donner à voir et à ressentir depuis une distance qui me paraît être la bonne des choses qui sont pas forcément regardables autrement, que ce soit perçu ou pas. Mais, euh, mais l'idée pour moi elle est plutôt là. Trouver le lieu et la formule, disait Rimbaud. Ouais, j'aurais pas dit mieux effectivement. Vous parlez bien. Mais oui, non, mais je pense que vous avez effectivement à lire vos trois recueils. Il y a cette idée de la nécessité de la justesse, la concentration et le refus, comme le rappelait Mackenzie Orsel, le refus de l'édulcoration, le refus de tout ce qui ferait que la langue se salirait, se compromettrait finalement. Enfin, voilà. Est-ce que il y aura une autre question peut-être? Ok. Bah écoutez, merci. Merci à vous trois. Et puis, je ne peux que chaudement encourager ceux qui nous regardent à lire les trois textes de Mackenzie Orsel, Simon Johannin et Perrine Le Quérec. Merci. Merci. Merci.